La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ces 19h sur nos antennes, le sommaire, avec vous, Kibambi Chiltois. La toute première carte d'électeur sera délivrée demain mardi dans l'espace Grand Kassaï. Vous ne le saviez peut-être pas, au cas où votre week-end était bien rempli, l'information a été donnée par le président de la centrale électorale au cours de la réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État. En sport, la République démocratique du Congo retrouve de nouveau la Tunisie. Les deux nations vont se rencontrer jeudi prochain, cette fois-ci en quart de finale de l'Afro-Basket 2017. Invité de ce journal, le professeur Didier Bompangué, coordonnateur du programme d'élimination du choléra et les autres maladies diarrhéiques. Merci de continuer à nous faire confiance. Vous savez pourquoi. La question du processus électoral a été largement évoquée le week-end dernier au cours de la réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État. La rencontre a réuni autour du Joseph Kabila les représentants du gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Sénat et du pouvoir judiciaire, avec comme invités les présidents et vice-présidents de la CENI et du CNSA. Selon le ministre de l'Intérieur, le président de la sous-commission de la sous-composante CENI, Corneille Nangaa, a à cette occasion expliqué les avancées significatives de son organe qui, à ce jour, a déjà identifié et enrôlé près de 42 millions d'électeurs. Le président de la CENI a encore fait savoir, à en croire Emmanuel Chadari, que les premières cartes d'électeurs seront délivrées à Kananga et Chikapa à partir de mardi prochain. Autre chose, une semaine après la rencontre scolaire, les cours ont effectivement repris ce lundi dans la plupart des écoles publiques après la suspension de la grève par le syndicat des enseignants du Congo. À l'école primaire de Sainte-Anne, par exemple, près de 170 élèves vont assister aux cours ce lundi. Jeffsey Tcholeli et Jires Chimank. À l'école primaire de Sainte-Anne, le lundi 11 septembre ne ressemble pas à celui du 4 jour de la rentrée scolaire. Plus de 50% de l'effectif des élèves ont assisté aux cours. Le directeur de l'établissement suppose que cela augure une bonne suite de la semaine. Il y a une légère amélioration sur le plan effectif. Au début de la semaine, nous avions 20 élèves. Aujourd'hui, le deuxième lundi, nous avons 172 élèves. C'est le nombre qui a augmenté. Nous avons aujourd'hui plus de la moitié d'élèves que nous attendons. Nous savons qu'il y a certains enfants qui n'ont pas encore eu leur inscription, peut-être faute de moyens. Les parents n'ont pas encore acheté l'uniforme. Et les inscriptions continuent et nous avons encore des places disponibles. Ce sont des retrouvailles pour la plupart des élèves. Ils invitent leurs condisciples à emboîter le pas. Je m'appelle Christian. Tu es en quelle année? À quelle classe? Première. On m'appelle Chris. Vous êtes en quelle classe? En quelle année? 6e. Ici, nous sommes dans quelle école? L'école EPD Sainte-Anne. Aujourd'hui, on a étudié la maths grandeur, le français et le français orthographe. Joyce, tu es en quelle classe? 6e B. Et qu'est-ce que tu diras à tes amis qui sont encore à la maison? De venir à l'école. 270 élèves sont attendus à l'école primaire de Sainte-Anne pour l'année scolaire 2017-2018. Il y a les tout petits qui ont pris contact pour la première fois avec l'environnement scolaire. Il s'agit des élèves de la première maternelle. Nord Porter se sont rendus à l'école Notre-Dame de Fatima, où les tout petits mignons, accompagnés de leurs parents, ont découvert un nouveau monde, le leur désormais. Gloria Seya, Eric Alambay.
Il est 11h39, c'est la sortie des classes ici à l'école Fatima dans la commune de La Gombe. Comme à l'accoutumée, les parents ont pris rendez-vous pour venir chercher leurs enfants à l'école. Pour le premier jour de la rentrée dans cet établissement scolaire, les parents n'ont fait que leur devoir et ont exprimé leur joie de voir leurs enfants retrouver le chemin de l'école après 2 mois des vacances. Oui, c'est la première fois, oui. Quelles sont vos impressions? Nos impressions? Quand on l'a laissée, elle était gentille, mais on me dit qu'elle a pleuré après mon départ. Bien sûr que c'est une responsabilité. C'est la première fois? Non, ça c'est la deuxième fois. C'est mon deuxième fils. La rentrée a commencé aujourd'hui? Bien sûr. Comment s'est comporté l'enfant le matin? Eh bien? Oui, effectivement, elle a commencé l'école aujourd'hui. J'ai demandé à sa maîtresse, elle m'a dit qu'elle s'est bien comportée, elle n'a pas pleuré. Et jusque-là, elle est toujours joyeuse. Certains élèves très actifs ont pu retenir quelque chose de ce qu'ils ont appris pour leur premier jour à l'école. D'autres, par contre, restent encore timides. Bonjour. Comment t'appelles? Amit Napanga Boinso. Tu es en quelle classe? Maternelle. On nous a enseigné de venir en débat à madame. Je veux bien. Comment t'appelles? Divina. Divina. C'est aujourd'hui que tu es venue à l'école? Oui. Comment ça s'est passé? Bien. Ça s'est passé bien. On a enseigné quoi? Je connais pas. Je m'appelle Bonheur. C'est aujourd'hui que tu as commencé? Oui. Comment ça s'est passé? Très bien. Madame a enseigné quoi? Il a enseigné comment se travailler très bien. C'est juste le commencement. Les élèves ont tout un chemin à parcourir. C'est sympathique. Entre-temps, les activités étaient paralysées ce lundi dans la ville de Butembo, à 300 km au nord de Goma. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu, suite à l'appel du comité des étudiants à marcher pour protester contre l'insécurité et exiger la démission du maire de la ville ainsi que des responsables des services de sécurité. La police, appuyée par l'armée, était déployée à plusieurs endroits de la ville pour empêcher la tenue de cette marche. En santé, avec cette mauvaise nouvelle, l'Organisation mondiale de la santé a lancé un cri d'alarme en rapport avec la propagation de l'épidémie de choléra déclenchée en juillet. Cette maladie touche désormais 20 de 26 provinces de la RDC. La comptabilité macabre se situe autour de 500, mais l'épidémie continue à ramper. Le professeur Didier Bompangué nous donnera encore plus de détails vers la fin de ce journal. C'est notre invité donc ce soir. Clôture hier dimanche de la 2e édition de l'Expo Béton. Le salon de construction a réuni pendant 4 jours les opérateurs du secteur immobilier et des travaux publics. L'objectif de ces assises, de cette exposition, était de faciliter l'accès d'un plus grand nombre de Congolais à un logement décent. Élisée Mafou, Théodore Chitolé. Plus d'une 60aine d'entreprises de construction ont exposé produits et services au cours de ces salons. Les 4 jours d'échange ont permis aux experts de dégager les problèmes qui empêchent les RDC à accéder à un habitat décent. Le coût, par exemple, d'un projet de construction est élevé suite à la vente à des prix exorbitants des terrains et matériaux de construction. Pour y remédier, une politique de l'urbanisme doit être établie, mais également l'élaboration d'un programme capable de doter toutes les grandes villes de la RDC d'un plan d'aménagement urbain. La construction, le béton, c'est ce qui fait la véhiculation, c'est ce qui fait la beauté de ton pays. On fait des nuits, pas pour faire un discours, mais pour mettre les prix. Avec les prix à ce moment-là que je félicite. Il y a quand même des étudiants qui défendent notre enseignement supérieur universitaire. Donc nous devons faire un effort pour encourager les jeunes à faire ces études-là. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai décidé de créer une bourse qui permettrait aux étudiants d'étudier gratuitement pendant tout le cycle.
La première édition de l'Expo Béton a eu lieu en 2016. La deuxième a été organisée du 7 au 10 septembre. Elle a été sanctionnée par la remise des prix aux participants. Avec vous, Gloria Seya, ce rappel de la date du 11 septembre et puis notre page sportive avant de recevoir notre invité. Et oui, le 11 septembre 2001, une date inoubliable dans la mémoire collective universelle. 4 avions de la ligne étaient détournés sur des aéroports des États-Unis par des kamikazes d'Al-Qaïda. Le World Trade Center de New York détruit, plus de 3000 morts, des images qui ont fait le tour du monde en quasi-temps réel. Mouine Morofel. 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001, il y a 16 ans, jour pour jour, des pirates de l'air détournent des avions en vue de commettre des attentats sans précédent en ce début du 21e siècle. À New York, les tours jumelles du World Trade Center, symbole de la puissance financière mondiale des États-Unis, sont réduites en poussière par 2 impacts de long courrier. Le Pentagone est partiellement détruit. Un 4e avion s'écrase en Ross Campagne de Pennsylvanie après une résistance des passagers. Il devait s'écraser sur la Maison Blanche. Des opérations de kamikazes soigneusement planifiées qui auront fait plus de 3000 morts. Arrivé au pouvoir 8 mois plus tôt, le président George Bush a un ennemi tout désigné, le réseau Al-Qaïda d'Oussama Bin Laden, protégé par le gouvernement des talibans. On connaît la suite. Une pluie de missiles Tomahawk lancés de navires croisant à mer d'Oman aura raison du pouvoir à Kaboul, tandis qu'une chasse à l'homme sera lancée contre le chef d'Al-Qaïda et son bras droit, l'Égyptien Ayman al-Zawahiri. La traque durera 10 ans, jusqu'à ce jour de mai 2011, où les forces spéciales américaines retrouvent et abattent Oussama Bin Laden dans la ville pakistanaise d'Abbottabad. Toujours avec vous, la page sportive maintenant, Gloria Seya. En quart de finale de l'afro-basket masculin, les léopards de la RDC affronteront les aigles de Carthage de la Tunisie. Pour y accéder, les Congolais ont terminé premier de leur groupe après une belle victoire sur les Nigérians, détenteurs du titre sur les scores de 80 points. De 83 points à 77, c'était hier à Rade, à la clôture de la phase des poules. Paul Kazozo. Dernier match du groupe A de l'afro-basket masculin, match entre le Nigeria, détenteur du titre, et les Congo démocratiques. Une partie dominée au premier quart-temps par le Nigérian qui mène par 20 points à 19 et même à la pause partant 7 à 36. Au 3e et 4e quart-temps, les vents en poupe, les Congolais en font voir de toutes les couleurs aux Nigérians bien tenus en laisse. Véritablement un renversement de tendance. Au 3e quart-temps, 52 points pour le Nigeria, 54 pour la RDC. Juste 3 points d'avance pour le Congolais, totalement en réussite avec 31 unités supplémentaires contre 22 seulement au Nigérian. Au finish et au total, la cote 74 pour le Nigeria et 86 pour le Congo démocratique. Héroïque, les Léopards gagnent leur 2e match pour un capital de 5 points et s'affichent comme leader du groupe A après une défaite 82-87 face aux Maliens et une victoire 81-60 devant la Côte d'Ivoire. En quart de finale, les Congo démocratiques fera faire contre la Tunisie, pays hôte. La Tunisie, un nom qui, quelque part, à tort ou à raison, sonne très mal aux oreilles des Congolais. Tunisie-RDC ou RDC-Tunisie, le rendez-vous des quarts de finale de l'afro-basket masculin attendu le jeudi 14 septembre 2017 à Radès en Tunisie. Sport enfin, avec cette performance des athlètes de la RDC au championnat du monde de relais qui s'est déroulé en Chine sur 16 pays, la RDC a été classée 4e et première nation en Afrique au saut et descente. Les détails avec Junior Bompema. Pour sa première participation au championnat du monde du roller, la République démocratique du Congo a plutôt frappé fort. En effet, les riders congolais ont pris part aux épreuves telles que le freestyle où la RDC s'est classée 4e mondiale et première africaine. En saut, la RDC a aligné 2 athlètes et s'est encore classée 4e sur les 16 nations qui y ont pris part. Enfin, en descente, la RDC a été la seule nation africaine à participer et à arriver jusqu'en finale dans la course effectuée par Samuel Ibala. Voilà qui justifie la satisfaction des organisateurs.
La RDC, c'est super, c'est très bien que vous soyez là et moi je supporte la RDC à fond la descente avec la RDC, yes. On a le Congo qui est le seul pays d'Afrique qui participe à cette compétition. Donc voilà, c'est une bonne chose. Il y a des pays d'Afrique, uniquement le Congo, l'Amérique, l'Asie, l'Europe bien sûr. Et donc voilà, c'est le Congo qui est le seul pays d'Afrique à représenter la descente. Donc c'est une très bonne chose. Moi j'étais venu en mai pour faire un entraînement officiel au Congo. Et voilà, aujourd'hui on a les athlètes du Congo qui participent. Ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes et voilà, on verra ce que ça donne. Retenez que 136 nations ont pris part à ces championnats du monde et la RDC s'est utilement classée en 4e position sur le plan mondial et en 1re position sur le continent africain. Merci Gloria Seya. En dehors de nos frontières, Abdoulaye Wade, 91 ans, démissionne de son poste de député à l'Assemblée nationale. L'ancien président sénégalais l'a fait savoir hier dimanche dans une lettre adressée au secrétaire général de son parti. Par conséquent, il ne se présentera pas à la cérémonie d'ouverture solennelle de la session parlementaire prévue jeudi prochain. Nouvellement élu à l'issue des dernières législatives du 30 juillet, l'ancien président de la République a indiqué au secrétaire général de son parti avoir pris part aux dernières législatives dans le but de soutenir son parti. Monsieur le professeur, vous êtes notre invité. Votre nom, Didier Bompangué. Vous êtes chargé de l'élimination du choléra et des autres maladies diarrhéiques. Est-ce que je me suis trompé? Je ne me suis pas trompé. Alors, tout ce que la presse peut faire, nous qui sommes de la presse, tout ce que nous pouvons faire pour endiguer cette maladie, c'est de permettre à la population d'être bien informée, parce qu'une population bien informée peut bien se comporter face à cette maladie. D'abord, cette question, quelle est la situation exacte à travers tout le pays en rapport avec le choléra? On parle déjà de plus de 500 morts. Ok, bien, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Effectivement, lorsqu'on entend parler de ces chiffres, effectivement, c'est impressionnant, mais j'aimerais d'emblée et d'entrée de jeu dire que il est important ici de dire à tout le monde que nous ne sommes pas en face d'une situation qui n'est pas contrôlée. Nous ne sommes pas en face d'une situation non maîtrisée. Nous ne sommes pas en face d'une situation qui nous dépasse, qui déborde. Quand je parle de nous, et pas que nous en tant que ministère, mais aussi nous, comme tout le collectif, avec les partenaires qui accompagnent le pays depuis plusieurs années dans la gestion de ces genres de problématiques. Donc, le premier message que j'aimerais vraiment marteler ici, c'est un message d'assurance, un message d'apaisement que la situation est parfaitement sous contrôle. Nous sommes en train de parler avec vous aujourd'hui, mais nous, ça fait bientôt 2 mois, sous l'impulsion de son Excellence le ministre de la Santé, le docteur Oli Ilunga, nous sommes en train de travailler jour et nuit, depuis bientôt 2 mois, à la gestion de ce problème pour lequel nous nous trouvons sur ce plateau de télévision aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'avant que ça n'arrive sur vos plateaux, depuis 2 mois, on s'en occupe comme une situation extrêmement importante. Donc l'alerte a été lancée précocement? L'alerte a été, je pense qu'on n'a par le passé jamais été aussi tôt dans l'anticipation, parce que toutes les mesures ont été prises suffisamment à temps, au point où, au moment où le ministre a conduit la première délégation à Goma, il va faire bientôt cela 1 mois, bon, on n'en était pas encore à en parler au niveau de la presse aujourd'hui. Simplement, le devoir d'informer est tel que on n'a rien caché. Alors, il a été important, donc le vendredi dernier, que son Excellence le ministre de la Santé fasse cette déclaration amenant ce problème au niveau d'une urgence humanitaire de premier ordre, de telle sorte que tout le monde se mette résolument en ordre de bataille afin que l'arrivée prochaine de la saison des pluies ne nous submerge pas. Donc, j'aimerais ici vraiment insister que le nombre de morts qui sont rapportés, ce sont les statistiques depuis le mois de janvier. Donc, ce n'est pas les statistiques d'il y a 1 semaine ou depuis 2 semaines. Voilà, c'est le nombre de cas étalés depuis le début de l'année. Voilà, c'est cette compilation-là. Mais
mais dans les temps les plus récents, donc la situation est gérée d'une manière particulièrement sérieuse et tous les jours, autour du ministre dans son cabinet, on travaille constamment sur cela et quotidiennement, toutes les structures de prise en charge des patients au niveau du pays sont suivies et des rapports quotidiens sont faits, des ajustements réguliers sont apportés au jour le jour. Donc on est en face d'une situation de contrôle. Tout cela pour dire que voilà, on n'est pas en face d'une situation qui nous dépasse, donc il va falloir apporter la bonne information de la bonne manière avec les bons mots pour que tout le monde se sente rassuré. Professionnels que nous sommes, nous vous avons invité pour cela justement. Alors quelle est la situation sur le terrain d'une manière globale? Alors globalement, effectivement, nous sommes en fin de saison sèche. Nous avons des statistiques inhabituellement élevées par rapport à une saison sèche et tout cela nous a amené à prendre des mesures nécessaires de telle sorte que ce rythme de notification des cas n'atteigne pas des proportions ingérables lorsque la saison des pluies arrivera. Nous savons que la saison des pluies est généralement la période à laquelle on a une augmentation du nombre de cas, donc suffisamment tôt. Donc toutes les mesures ont été prises pour faire en sorte que nous continuions à maîtriser la situation. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez déjà entendu, comme vous l'avez repris, on a environ une vingtaine de provinces, mais encore une fois, quand on parle d'une province touchée, ben, ce n'est pas dans toute sa superficie, c'est extrêmement hétérogène à l'intérieur en parlant des zones de santé ou des territoires, donc ce n'est pas des provinces d'une manière homogène. Donc, voilà. Alors, est-ce que Kinshasa est menacée ou Kinshasa la ville est déjà atteinte? Ben, au fait, ne nous cachez rien. Bah, mais bien sûr, il n'est pas question de vous cacher, puisque aujourd'hui, je pense que vous pouvez circuler à travers la ville et envoyer vos reporters partout, donc ils verront ce que nous ne pouvons rien vous cacher. Vous êtes sans oublier certainement, puisque vous quadrillez la ville avec vos reporters, qu'il y a encore très récemment, on rapportait des cas de choléra à Kinshasa avec une des principales structures de prise en charge qui se trouve dans ce quartier de Pakadjouma, comme vous le savez. Et donc récemment encore, on rapportait des cas ça et là dans la ville de Kinshasa, mais pas dans les mêmes proportions qu'on avait au début de l'année 2016. Donc on avait, si on peut prendre le parallèle avec une incendie, on avait encore un peu des charbons ardents encore allumés dans Kinshasa avec une situation antérieure pas totalement gérée. Et bien, cela dit, cela signifie qu'à Kinshasa, on n'était pas encore arrivé au risque zéro. Donc, la situation est là à Kinshasa et le retour des pluies, les contacts avec les zones de santé où proviennent des personnes encore malades fait qu'il y a toujours la possibilité de revenir à une situation beaucoup plus grave. Mais tout cela dit, à partir du moment où le diagnostic est fait, le risque est connu, les lieux de redémarrage sont connus, toutes les mesures qui sont prises en charge actuellement et avec une des décisions importantes que son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, a prise depuis le début de ce mois d'août, c'est-à-dire que restructurer toute l'organisation de la gestion du choléra en RDC à travers la mise en place d'un programme spécifique qui a pour objectif d'éliminer le choléra, et ce qui est quelque chose d'exceptionnel à l'échelle de l'Afrique, parce qu'on a toujours l'impression que ce n'est pas possible, on n'y arrivera jamais, mais on a pris la décision de pouvoir le faire, et tout cela c'est pour mettre en place la machine qui va aller vers l'extinction de cette maladie. Alors comment contracte-t-on le choléra? Bien, simplement c'est en ingérant, en buvant de l'eau souillée, de l'eau contaminée, ou parfois également en touchant en nettoyant un patient, en s'occupant d'un patient et on ne lave pas les mains, puis on va se retrouver à manger des aliments contaminés par ses propres mains. Et bien voilà comment on peut être. Alors comment se comporte-t-on vis-à-vis d'un malade, d'un membre de famille qui est malade? On l'isole ou on peut continuer à manger avec lui, partager le repas, partager le verre avec lui? Est-ce qu'il est contagieux comme c'est le cas pour d'autres maladies? Alors, la première chose, comment on se comporte? On se comporte avec un membre de famille malade. Alors, la première chose, c'est aller vers la structure de prise en charge la plus proche. En sachant que les soins, la prise en charge, le traitement de tout patient souffrant de choléra est gratuit à l'échelle du pays. Donc, le traitement est totalement gratuit. Il n'y a pas de consultation à payer, il n'y a pas de médicaments à payer.
il n'y a pas de fiche à payer, la prise en charge est gratuite. Donc il faut aller immédiatement vers le premier centre de soins. Alors, si le centre de santé est éloigné, ce qu'on doit faire, c'est préparer une solution de réhydratation orale, lui faire boire le temps d'arriver à la structure de soins. Et pendant qu'on s'occupe de ce patient-là, qu'on l'amène au centre de prise en charge où il va être isolé et traité correctement, ceux qui l'ont géré doivent correctement se laver les mains. S'ils avaient mouillé leurs vêtements, ils doivent correctement les nettoyer. Donc, éviter de se recontaminer soi-même par les mains. C'est pourquoi, quelquefois, on l'appelle maladie des mains sales. Donc, une des mesures importantes est de se laver correctement les mains après avoir aidé un proche en l'amenant vers une structure de prise en charge. Quand le choléra est à ses débuts pour ce membre de famille, comment le gérer? Je vous ai posé la question si vous pouvez partager le repas avec lui. C'est important de le dire. Alors, le foufou qu'on mange ensemble, on peut le partager avec lui? Je pense que on peut. C'est pas prudent. Alors, lorsque la personne est malade et déclarée malade, en général, il ne faut pas le garder à la maison. On doit l'amener dans la structure de prise en charge. Donc, à partir du moment où la conduite, c'est il est malade, on l'isole dans une structure de prise en charge, on ne va pas partager un repas dans la même assiette avec celui qui est malade, puisque lui se trouve à l'hôpital. Il n'est pas avec vous. En revanche, une fois qu'il est traité, qu'il est revenu, il n'y a aucun risque par la suite de partager un repas avec lui. L'important, c'est correctement se laver les mains régulièrement. Quels sont les premiers signes? Alors, ça commence par une douleur, on a un peu mal au ventre, et puis on se met à vomir et à avoir de la diarrhée, et ça va en général très très vite. On finit par perdre suffisamment d'eau, c'est déshydraté, et on peut en mourir extrêmement vite. Donc, vous avez votre épouse, il n'est pas permis, quand on commence déjà à avoir ces signes, de l'embrasser par exemple, non? Je pense que lorsque la personne... On a les premiers signes, donc quand on commence à avoir mal au ventre, il ne faut pas non plus faire paniquer les gens. Parce que les premiers signes sont les maux de ventre. C'est les maux de ventre, on peut avoir mal au ventre pour tout et rien. On ne sait pas toujours. Après, alors comment reconnaître? Allez, complètement. Alors comment reconnaître? En général, c'est diarrhée, vomissement. Tout simple, c'est celui-là. Diarrhée, vomissement, et une diarrhée qui se répète, une diarrhée liquidienne. Et souvent, si on n'est pas allé aux toilettes et qu'on peut regarder ses selles, ça ressemble à de l'eau de riz. Vous voyez, quand on prépare du riz, cette eau de riz, ça ressemble à cette eau de riz. Voilà, c'est cette forme de diarrhée qui est très liquidienne. Donc, dès que vous constatez ce signe, eh bien, vous amenez votre membre de famille à l'hôpital très rapidement. Alors, surtout pas le garder à la maison, surtout pas essayer des petits traitements traditionnels, surtout pas essayer de prendre des antibiotiques soi-même à la maison, l'amener parce que en le gérant n'importe comment à la maison, on risque de contaminer tout le monde. Oui. Voilà, alors, quelles sont les mesures que vous avez prises? Parce que, bon, les populations vont de gauche à droite. Quelles sont les mesures que vous avez prises en rapport avec le déplacement de population? Alors, en rapport avec le déplacement des populations, les premières mesures ont été au fait d'instruire. Là, c'est ce que son Excellence, le ministre de la Santé, a fait en début de semaine dernière, envoyer une lettre à tous les gouverneurs de province qui sont affectés par l'épidémie aujourd'hui pour rappeler la nécessité de marteler les mesures de prévention, les mesures de lutte au niveau des communautés, au niveau des moyens de déplacement, en sachant que la maladie se déplace extrêmement vite avec les populations. Tout cela pour réactiver tous les comités au niveau des provinces en charge de l'organisation de lutte contre cette maladie-là. Et les autres mesures, c'est aussi toute l'action des communautés, toute l'action donc des relais communautaires avec les équipes de la Croix-Rouge, les équipes de la santé et aussi tous les partenaires comme l'OMS, l'UNICEF et aussi Médecins sans frontières, les principaux. Et il y en a encore d'autres. Donc travailler sur les moyens de déplacement sur les embarcations, travailler sur l'hygiène des personnes qui se déplacent, travailler également sur la protection des patients une fois qu'ils sont dans les structures de soins. Donc, ils ont tous été instruits qu'au premier signe, diarrhée, vomissement, dans un bateau par exemple, ou dans un véhicule, dans un train, à la gare suivante, déposer le patient et faire en sorte que les personnes en charge de l'hygiène viennent désinfecter l'embarcation et prodiguer des conseils d'hygiène à tous ceux qui sont à bord. Quels sont les agents vecteurs? Quel comportement avec les mouches, par exemple, qui viennent
qui viennent survoler nos repas. Bon, je pense qu'il est important quand même de dire que ce ne sont pas les mouches qui vont déplacer la bactérie responsable du choléra, mais bien sûr qu'ils vont entraîner d'autres maladies, parce qu'il faut dire que le choléra, c'est la plus connue des maladies diarrhéiques. C'est pourquoi le programme dont nous avons la charge de la coordination, c'est choléra et autres maladies diarrhéiques. Donc, c'est bien, il va falloir bien protéger ces aliments, effectivement. Il va falloir bien protéger les eaux que nous consommons. Mais la source principale, c'est l'eau contaminée, c'est l'eau souillée. Donc, à défaut d'avoir de l'eau de la régie des eaux, si les gens prennent de l'eau de pluie, de l'eau des rivières, ils doivent mettre des produits chlorés dans cette eau-là afin de se protéger. Bon, vous voulez dire que l'eau de la régie des eaux, on peut la boire sans la bouillir? Je pense que l'eau de la régie des eaux, quand il n'y a pas de fuite, par exemple là en saison des pluies, s'il n'y a pas de fuite et de contamination intérieure, telle qu'elle est servie, elle est bonne à boire. Donc s'il y avait de l'eau de la régie des eaux partout et qu'elle coulait tout le temps, je pense qu'il n'y aurait peut-être pas de problème comme on a aujourd'hui. Et donc tout l'espoir qu'on a, c'est que on va voir la régie des eaux partout. À défaut, comme on n'a pas la régie des eaux partout, il y a des zones rurales où l'eau de la régie des eaux n'arrive pas et que les populations consomment les eaux des rivières, les eaux des lacs, les eaux des sources, parfois non protégées. Ce qui est recommandé, c'est de purifier de l'eau avec des produits à base de chlore, en des quantités pour lesquelles les ménages sont bien éduqués. Le chlore, c'est quoi? Le chlore, on ne le trouve pas à tous les coins de rue. Bouillir n'est pas suffisant? Alors, bouillir est suffisant si on peut avoir du bois partout. Alors, cependant, notre pays a une très grande diversité écologique. Si vous retrouvez par exemple dans les zones de lacs de Malembankulu, de Kinkonja, de Mulongo, vous êtes en région de savane avec sur des campements, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'arbustes pour chauffer de l'eau. Déjà la braise que les pêcheurs utilisent, elle n'est pas suffisante pour leur propre alimentation. Donc en ce moment-là, si on bouillir devient illusoire et là, ces produits chimiques à base de chlore sont plus utiles. Oui, mais on les trouve où? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs formes de produits qui sont commercialisés et le ministère de la Santé et certains partenaires comme l'UNICEF, Oxfam, ASF font un maximum d'efforts pour le rendre disponible à différents endroits, juste dans nos zones rurales. Il y a aussi des organisations communautaires comme à l'est de notre pays, dans les villes comme Kalemi, comme aussi, je pense qu'à Ouvira, on a des associations comme Maman Ouzima, où on apprend à produire localement du chlore afin de le rendre disponible dans les ménages pour améliorer la qualité de l'eau qui est consommée. Donc pour ceux qui voyagent, conseil, qu'ils emmènent avec eux du chlore. Il est préférable d'avoir, par exemple pour ceux qui vont, là actuellement on va être dans une période où tous les produits de pêche vont commencer à se déverser vers Kinshasa, ou aussi si on se retrouve dans les zones lacustres comme de Malembankulu, de Kinkonja, de Bukama. Vous êtes Moulubakat ou quoi? Parce que vous ne parlez que... Non, c'est une blague. Nous sommes dans une des zones les plus affectées par le choléra et en tant que coordonnateur de cette maladie, nous avons une attention particulière vers cette zone parce que c'est une des zones aussi les plus enclavées, c'est une des zones où l'information diffuse le moins possible et c'est pourquoi nous profitons de votre plateau pour faire connaître aux gens ce qui se passe dans ces régions très enclavées de notre pays afin que les gens sachent que il ne faut pas simplement s'occuper de Kinshasa, simplement s'occuper de Goma, de Bukavu, mais aussi de Mulongo, de Mukanga, de Malembankulu, de Kinkonja, de toutes ces zones très enclavées de notre pays où nos populations souffrent. Donc, si le chlore était disponible là-bas, ce serait une bonne chose de la part du gouvernement, de la part du ministère. Effectivement, il est déjà disponible. On aimerait ici, le plaidoyer, c'est qu'il soit disponible en quantité encore plus suffisante. Alors, maintenant, on parle plus ou moins de 500 morts. Est-ce que ça, ce sont les chiffres d'hier? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas eu une augmentation? Alors, ce sont des chiffres d'hier, mais hier au sens large, je voulais dire. C'est ce que vous avez dit. Mais parce qu'il faut bien préciser, parce que ce n'est pas hier dimanche, c'est la compilation des statistiques depuis le mois de janvier. Mais je peux vous rassurer que si on rapporte cela au nombre de
au nombre de cas, nous sommes dans des statistiques complètement acceptables. Et si on regarde les derniers jours, je pense que nous sommes aujourd'hui dans des chiffres qui montrent que la prise en charge est totalement maîtrisée. Et c'est ici, pour moi, l'occasion de rendre un hommage à tous les personnels de soins à travers toutes nos structures de prise en charge qui, depuis bientôt 2 mois, travaillent jour et nuit. Si je pense par exemple à ceux de Bukavu qui hier avaient le matin à 8 h une centaine de cas à gérer et personne n'est mort. Alors je vous dis, personne n'est mort. Ils étaient plus de 109 cas à Bukavu hier matin le dimanche. Pendant que tout le monde était parti, était en vacances, nous avions continué à travailler, les personnels ont continué à travailler, il y a eu 0 mort, ils étaient 109 cas à Bukavu hier dans les structures de prise en charge. Donc, il est important de donner ces chiffres-là afin effectivement de rendre hommage à ceux qui font ce grand travail, tout ce personnel de soins, de rendre hommage à nos partenaires qui soutiennent cette action sur le terrain, comme ici Médecins sans frontières qui soutient le centre de traitement de choléra de Bukavu, à l'Organisation mondiale de la santé qui apporte les intrants, qui apporte du personnel de supervision, à l'UNICEF qui soutient les actions en termes d'eau, hygiène et assainissement. Et je pense qu'il est important de signaler tout cela. Tout à fait, il est important de le signaler, d'autant plus que ça aide la population à ne pas paniquer, parce Exactement. Que si vous dites qu'il y avait tel nombre de cas, personne n'est mort, des conseils pratiques comme se laver les mains, avoir été pris en charge à temps, sont des informations qui sont très importantes pour permettre à la population de ne pas paniquer. Ce n'est pas encore cette autre maladie-là, c'est quoi? C'est pas encore Ebola, donc c'est une maladie qui peut être prise en charge assez rapidement. Un délai de combien de temps peut-on mourir? Après combien de temps peut-on mourir quand on a des premiers signes? En 3 jours, c'est parti? Non, quand même. De choléra, vous voulez dire? Choléra, oui. Mourir, je pense que si on n'est pas pris en charge et qu'on a attrapé du choléra en quantité suffisante, alors les statistiques disent qu'une personne sur 2 qui a une forme grave en meurt. Une personne sur 2. Au bout de combien de temps? Ça peut aller très très vite. Malheureusement, c'est une maladie qui peut aller très vite. Au bout de quelques heures, on peut mourir. Donc, pour vous montrer un peu l'écart entre, par exemple, je vous dis, les 109 cas hier au centre de traitement de choléra de Bukavu, tout le monde est là vivant. C'est pour vous montrer le niveau d'expertise des équipes de travail, le niveau de prise en charge. Donc aujourd'hui, le plus grand danger, ce n'est pas venir à l'hôpital. Le plus grand danger, c'est essayer de bricoler son propre traitement à la maison. Le plus grand danger, c'est de dire j'ai honte parce que c'est le choléra. Nous avons certaines zones de santé aujourd'hui, par exemple dans le Kwilu, où nous avons un gros problème de stigmatisation, où la population a honte d'aller dans les structures de soins parce que tout le monde dira j'ai le choléra. Et c'est là où le danger vient de là. Mais une fois qu'on franchit le seuil d'une structure de prise en charge, en général, aujourd'hui, on a un niveau de maîtrise qui est tel que tout le monde s'en sort bien, comme c'était le cas hier. Donc, se laver les mains avant de manger, se laver les mains, bien entendu, avec de l'eau propre, c'est déjà cela pour éviter la contamination. C'est beaucoup. Se laver les mains correctement, régulièrement, à tout moment, lorsqu'on a touché un patient, lorsqu'on a été dans un centre de traitement, visiter un patient et qu'on rentre à la maison, se laver les mains, ça c'est important. Lorsqu'on a eu quelqu'un malade dans la maison, qu'on est allé le laisser à l'hôpital, on revient, tout le monde doit s'assurer de bien se laver les mains et correctement, et aussi s'assurer que tout ce qu'on avale comme eau, comme aliment, est chaud. Il faut manger des aliments chauds et boire de l'eau bouillie ou de l'eau chlorée. D'accord. Alors, pourquoi ça va plus vite en saison de pluie? Parce que les eaux transportent la maladie ou quoi? Non, parce que la pluie simplement que les risques de contamination des points d'eau sont plus importants avec le lessivage des sols, puisque malheureusement, nous sommes encore dans des situations où l'hygiène fécale n'est pas très bonne. Parfois, il y a beaucoup de périls fécales autour de nous. Et pendant les pluies, tout cela est drainé vers les eaux et parfois contaminant les eaux de surface. Et il arrive même quelquefois, dans certains endroits où il y a beaucoup de fuites des réseaux d'eau, même le réseau principal qui nous protège tous peut arriver à être mis à mal. Donc voilà, ça c'est un peu le facteur un peu amplificateur des pluies. D'accord. Alors, on répétez-nous les quelques conseils que vous avez donnés, laver les mains, quand vous avez conduit. Répétez-nous ça, la répétition c'est la mère des sciences.
Se laver les mains correctement, régulièrement. Ne pas essayer de garder un patient malade dans un centre à la maison, l'amener au centre de santé, le convaincre d'aller au centre de santé. Le traitement est gratuit. Manger des aliments chauds, boire de l'eau bouillie, refroidie. Si on est dans une zone, vous allez me dire encore, je parle toujours de la même zone, oui, si on est dans les zones du genre, dans toutes ces régions, lacustres, du Haut-Lomami, qu'il n'y a pas assez de bois, il n'y a pas assez de braise, ce qu'il faut faire, c'est boire de l'eau chlorée, correctement chlorée, et en faisant ainsi, on va essayer de se protéger et de protéger aussi les autres. On a fait le tour de la question, vous pensez, on a tout dit? Si c'est ce que vous avez comme question, je pense que oui, mais vous savez que nous, si vous voulez que je dise un dernier mot, moi je ne manquerai pas. Mais je pense que le dernier mot ici, c'est surtout de dire l'important n'est pas de marteler les chiffres. L'important n'est pas ici de jouer aux peurs. Je pense qu'on ne résout pas les problèmes en jouant aux peurs. J'ai insisté au début de notre entretien que je suis sur ce plateau aujourd'hui, mais il y a 2 mois, le ministère de la Santé, sous l'impulsion de son Excellence le ministre de la Santé, a pris la mesure de la situation et a pris toutes les dispositions. Et le gouvernement accompagne le ministre dans cette bataille. Et nous sommes là, depuis quelques mois, en charge de cette situation, parce que c'est ce que nous faisons depuis des années dans plusieurs pays. Notre expertise n'est plus à démontrer. Donc, ça veut dire que les bonnes mesures ont été prises, les bonnes dispositions ont été prises, et il est important que tout le monde soit apaisé. Et ce n'est que dans ce calme que nous conduirons cette bataille jusqu'à la gagner. Alors, à nos téléspectateurs, nous disons simplement, si vous arrivez quelque part avec une personne atteinte de cette maladie-là, et qu'on vous demande le moindre sou, eh bien, veuillez nous alerter. Nous appellerons les services intéressés pour, n'est-ce pas, réprimander, si besoin est, ceux qui se comportent de cette manière-là. On nous l'a dit, on vous l'a dit, le traitement est tout à fait gratuit. Redites-le, s'il vous plaît, professeur. Alors, le traitement est gratuit et il n'est pas question de payer ni de fiches, ni de consultations, ni aucun traitement. Donc voilà, et il est important que cela soit connu, de telle sorte que les gens viennent suffisamment tôt à l'hôpital, dans les structures de prise en charge. En venant tôt, ils se protègent eux-mêmes. En venant tôt, ils protègent également leur famille. Docteur, merci d'être venu, merci pour votre spontanéité. Vous êtes venu très rapidement nous informer. C'est important de recevoir ces informations et de votre côté, diffuser ces informations qui viennent de vous être données afin que nous puissions nous protéger mutuellement. C'est une maladie qui peut, n'est-ce pas, vous arriver, n'ayez pas honte, d'accord? Ah ben, c'est très bien. Docteur, je vous remercie. C'est moi. Fin de cette édition d'information. Merci de votre attention. Bonne suite des programmes sur Numérica TV. À demain. Mais que cache donc la fameuse poignée de main entre le docteur Mukwege et Emmanuel Macron? Une image qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Difficile décryptage après que certains Congolais réunis à Paris aient adoubé le gynécologue de Panzi comme l'homme idéal qui devrait conduire la transition post-31 décembre. Seulement, Forum des As rappelle que l'article 70 de la Constitution du 6 février 2006, dont tout le monde se réclame d'ailleurs, stipule noir sur blanc que le président de la République sortant reste en fonction jusqu'à l'installation effective du président élu. Ceci entendu, il sera difficile d'envisager une transition sans Kabila, à moins de violer cette même constitution.
Le palmarès indique que la poignée de main à polémique a eu lieu en marge de la première édition du Global Positive Forum, parrainé par l'écrivain et économiste français Jacques Attali, qui entretiendrait de surcroît des rapports plus que cordiaux avec le médecin congolais. Paris serait en train de peaufiner des stratégies pour amener son poulain à jouer un rôle de premier plan dans une nouvelle transition politique. Objectif visé, conduire le pays vers des élections où le réparateur de femmes devra accomplir le dessein savamment orchestré par les officines françaises. Que retenir de la réunion interinstitutionnelle de samedi? Au-delà de l'aspect purement protocolaire, il faut retenir que le président de la commission électorale a présenté au chef de l'État la machine à voter. On apprend ainsi avec l'avenir qu'il s'agit d'une procédure de vote semi-électronique qui est pratiquement le même que le vote traditionnel, à la différence que le bulletin de vote traditionnel est remplacé par un bulletin unique, spécifique et vierge. La technologie du système consiste à l'insertion du bulletin de vote unique dans l'ordinateur qui conduit à la confirmation du choix du candidat sur un écran tactile, puis à l'impression du bulletin de vote et la ventilation des suffrages. Aussi simple que cela. Et puisqu'on parle élection en 2017, Congo Nouveau estime que le rassemblement de l'opposition est limité, ne dispose d'aucun projet à opposer à Kabila. Le journal pose par exemple cette question cruciale. Les opposants congolais se préparent-ils à participer à une transition ou aux élections qu'ils réclament pourtant chaque jour? Pêle-mêle, ce pot pourri d'informations ramassées dans une actualité d'un éclectisme incontestable. La Manchette reprend un article qui fait état d'un véritable scandale à la congolaise, 7 mois après la mort de Tshisekedi, dont le corps repose encore au funérarium Poussière d'Étoile dans la commune bruxelloise d'Ixelles, en attendant son improbable rapatriement en terre de ses ancêtres. Géopolis Hebdo fait une projection sur le Forum national sur les finances ouvert ce lundi sous l'égide du ministère des Finances. L'enjeu étant de parvenir à une réforme du système fiscal congolais qui, on le sait, est à la base de détournements astronomiques des recettes dues au trésor public, généralement attribués aux intouchables du régime ou qui se présentent comme tels. Le courrier de Kinshasa titrant sur la tenue récente de l'Expo Béton qui vient de se tenir à Kinshasa plaide en faveur de l'urgence d'un plan d'aménagement urbanistique des grandes villes de la RDC. Il est prévu à ce propos un concours à l'attention des instituts supérieurs et universités techniques en vue de promouvoir des innovations dans le secteur de la construction. Les auteurs de projets qui se classeraient en ordre utile dans chaque catégorie pourraient alors bénéficier de contrats de maître d'ouvrage pour leur réalisation avec l'accompagnement du comité organisateur d'Expo Béton et d'autres partenaires.